Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui et merci surtout d'avoir attendu. Je tenais tout d'abord à remercier le Sénat et surtout Monsieur Artano pour nous avoir permis de nous rassembler aujourd'hui dans ce lieu assez emblématique. Et donc je vais aller droit au but et pas aller faire des discours assez barbants et vous endormir en ce début de soirée. Je vais vous rappeler rapidement le programme. Donc je vais vous présenter le salon, puisque c'est principalement le cocktail du Salon international des maires et des acteurs du développement, sous la thématique des maires francophones au cœur du développement local. Et je ferai un bref parallèle, puisqu'on arrive bientôt au 8 mars, sur l'importance de l'implication des femmes dans le développement économique local. Ensuite, on aura l'intervention de M. Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, qui vous parlera en fait de la francophonie en tant que vecteur de développement économique. Et on aura M. Romain Dacosta, qui vous parlera de l'importance des coopérations décentralisées et qui prendra l'exemple concret de celui qui s'est déroulé avec Cotonou sur la thématique du digital. Alors, du coup, concernant le salon, c'est un salon qui se déroulera à Abidjan du 23 au 24 avril. C'est principalement un salon qui va permettre de promouvoir le rôle des maires à l'international, mais qui permettra surtout de mettre en avant leur implication au niveau du développement économique local. Il y aura des acteurs privés comme des acteurs publics, parce qu'on va dire que l'un ne va pas sans l'autre quand il s'agit d'investissement. Et l'objectif principal de ce salon, c'est l'échange de bonnes pratiques et la mise en avant en fait de projets concrets par rapport à des thématiques auxquelles font face les maires. Donc au niveau des thématiques, il y aura 6 thématiques principales: l'investissement, l'environnement et les infrastructures, l'éducation et la jeunesse, l'entrepreneuriat des femmes, bien entendu. Il y aura également le climat des affaires et l'interconnexion ville-village, et puis l'industrie culturelle. Donc au niveau de la ville, pourquoi est-ce qu'on a choisi Abidjan? Parce que en fait c'est une ville qui est très dynamique en termes d'investissement à la fois privé et au niveau du développement, de la croissance en fait nationale. C'est un des pays d'Afrique qui se développe très bien, et puis on le surnomme aussi le Petit Paris. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Abidjan. Là, avec le coronavirus, on espère quand même que ça n'atteindra pas Abidjan en temps et en heure. On croise les doigts. Et donc au niveau du salon, il y aura des conférences, donc avec 2 intervenants par thématique. On a décidé de mettre de la parité, donc un homme et une femme par thématique, et des intervenants transgénérationnels. Je ferme cette présentation et je voulais mettre l'accent sur l'importance en fait des femmes en tant qu'actifs économiques au niveau du développement économique local, surtout parce qu'en fait on se rend compte que les femmes interviennent énormément, ont énormément d'initiatives, que ce soit au niveau des associations, au niveau de l'entrepreneuriat. Même en France, on a quand même plus de 40% des femmes qui sont entrepreneurs, et en Afrique, ce sont les championnes de l'entrepreneuriat. Donc c'est une thématique qui me tient à cœur en tant que femme et africaine en plus de ça. Donc il ne faut pas les négliger, et surtout on se rend compte que les femmes ont au final, d'après les statistiques, un taux de réussite qui est plus avéré que celui des hommes, puisqu'en fait on a une manière de diriger qui est plus centrée sur l'humain et sur la prise de risque, mais la prise de risque on va dire mesurée. Donc voilà pour
cette parenthèse. Je fais très court parce que du coup, l'important c'est quand même de networker et puis d'écouter surtout les autres intervenants. Donc je vous remercie. Au niveau des questions, vous les poserez directement lors de la partie networking pour optimiser le temps. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin Boutin va vous parler de la francophonie en tant que vecteur économique. Donc voilà, le président de Francophonie sans frontières. Merci Zoé, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous ne voulez pas vous rapprocher un petit peu? Vous êtes vraiment très distants ce soir. Pourtant nous sommes entre francophones engagés ici. Vous voyez, Francophonie sans frontières, l'association des francophones engagés. Alors peut-être pas aussi près monsieur, mais c'est très bien. Donc chers invités, chers amis de la francophonie, puisque nous sommes aujourd'hui dans le cadre du Cercle des Amis de la Francophonie, que Francophonie sans frontières a cofondé avec Expression de France. Donc Ismaël Mbaye devrait nous rejoindre incessamment. Nous sommes aujourd'hui à 15 jours du 20 mars. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie qui sera célébrée partout à travers le monde. Et c'était le moment opportun de réunir le Cercle des Amis de la Francophonie ce soir au Sénat. Et cet événement est aussi un prélude au Salon international des maires et des acteurs du développement, le CIMAD, qui aura lieu à Abidjan. Notre équipe de Francophonie sans frontières en Côte d'Ivoire sera bien évidemment présente, avec bien sûr notre secrétaire générale, Zoé Durtest-RK, qui en est l'organisatrice. Bravo Zoé. Zoé m'a demandé de vous présenter quelques convictions sur la francophonie économique et je vais le faire de façon très concise. J'ai publié en janvier un article dans la revue diplomatique qui traite de ce sujet, l'Afrique, cœur battant de la francophonie économique. Et sans le détailler, j'aimerais simplement redonner les données clés, c'est-à-dire que le français, c'est actuellement la 3e langue des affaires. Nous sommes 315 millions de francophones dans le monde, dont 100, avec en plus 100 millions qui l'apprennent, donc nous serons très bientôt 400 millions. L'espace francophone représente 20% des échanges mondiaux en termes économiques, et c'est donc la 2e langue étrangère la plus apprise dans le monde. Il faut le savoir, il faut en être fier. L'Afrique, bien évidemment, est le principal foyer démographique de la francophonie. Et le CIMAD, donc ce salon des maires et des acteurs du développement, s'inscrit dans ce paysage de la francophonie économique. Il permettra ainsi de promouvoir les TPE, les PME, et son positionnement international donc, a pour but d'identifier des atouts, des synergies possibles entre villes d'Afrique. Des initiatives comme celle-ci sont éminemment positives. Elle favorise les affaires, la mobilité des acteurs, l'investissement, la circulation des innovations. Je pense qu'il nous faudrait aller plus loin, et j'ai eu l'occasion de formuler cette proposition dans une étude publiée avec la Fondation pour l'innovation politique, l'élan de la francophonie. Je pense qu'il nous faudrait créer à terme un Davos francophone, c'est-à-dire un grand forum économique, francophone bien sûr et plurilingue, de dimension mondiale. Mais un forum qui ne serait pas un copier-coller du Davos anglo-saxon, qui se tient dans la chic station d'altitude des Grisons en Suisse, non. Un Davos davantage axé sur l'économie sociale, sur l'économie verte, l'économie du numérique, l'économie de la culture. Car la francophonie, elle, promeut un modèle de développement beaucoup plus inclusif, durable, favorisant la création d'emplois décents et stables. Cette création d'emplois, je pense que vous le savez, c'est l'un des défis majeurs de l'Afrique. Et plus exactement, le défi, c'est à la fois l'éducation et l'emploi et l'articulation entre les deux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 1 milliard de jeunes africains arriveront sur le marché du travail en Afrique entre 2020 et 2050. 1 milliard. Et je vois dans la salle Patricia de RDC, qui est le principal foyer démographique des pays francophones, donc en Afrique. La RDC, très important pays francophone. Et donc 263 millions de jeunes africains, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle,
ne sont actuellement pas scolarisés ou ont abandonné l'école, ce qui menace bien sûr leur réussite professionnelle. Une large majorité de ces jeunes sont des jeunes filles. Donc il devient absolument impérieux de considérer les écoles, et bien sûr a fortiori les universités, comme des espaces non seulement de transmission des savoirs, mais aussi d'entrepreneuriat et de création. Pour éviter le scandale du désœuvrement des jeunes et l'inadéquation entre des formations trop théoriques et le marché de l'emploi. Parce que chaque étudiant est appelé à devenir un acteur de l'émergence de son pays. Et parce que la jeunesse africaine doit représenter un espoir, une solution, pas une inquiétude. Pour cela, il faut offrir des formations qui permettent d'entreprendre, de créer en même temps que d'apprendre, et permettre aux étudiants entrepreneurs, c'est ainsi qu'on pourrait les appeler, de développer leurs projets de création d'activités en étant accompagnés. C'est un changement de culture donc par rapport à des formations, je le disais, un peu trop théoriques, et les formations techniques et technologiques doivent être largement revalorisées. C'est l'esprit du projet Horizon 2030 de Francophonie sans frontières. C'est une contribution de notre association internationale au défi de la francophonie. Et je le disais, l'un des défis majeurs, c'est le lien entre l'éducation et l'emploi. Lors de la première édition que nous avons tenue à Korogo, en Côte d'Ivoire, un demi-millier d'étudiants ont été sensibilisés à l'économie sociale, à l'entrepreneuriat, au développement durable et à l'égalité homme-femme. Des ateliers de renforcement des compétences ont été mis en place, de même qu'une grande conférence, la CSD, Conférence internationale sur l'économie sociale et le développement durable inclusif. Et nous avons mis en place aussi au sein de l'université, mais en lien avec des entrepreneurs plus chevronnés, un groupe de mentors pour accompagner les étudiants dans leurs projets de création d'entreprises et de projets sociaux. Ce groupe est d'ailleurs présidé par notre chef d'équipe de Francophonie sans frontières en Côte d'Ivoire, Madame Selima Dongui-Soro, qui est aussi une entrepreneure à succès. Notre objectif, c'est créer une dynamique partenariale pour l'atteinte des objectifs du développement durable en Afrique francophone. Au niveau local, bien sûr, mais aussi national et international. Et c'est là que la francophonie a une valeur ajoutée. En effet, il existe des institutions comme l'Association internationale des maires francophones, l'Agence universitaire de la francophonie, un réseau de plus de 1000 universités dans le monde francophone, l'Institut francophone du développement durable qui accompagne depuis de nombreuses années les pays francophones dans leur transition écologique, et des acteurs de la société civile comme Francophonie sans frontières et le CIMAD. Les maires ont un rôle clé à jouer pour valoriser les bonnes pratiques, fédérer les énergies, mettre en place des incubateurs et offrir un cadre de vie agréable et bien sûr attractif. Aboutir donc à ces villes durables, les villes durables qui seront le thème du prochain sommet Afrique-France à Bordeaux en juin. Aboutir à des villes durables, c'est un défi considérable. Donc l'AIMF, l'opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie pour la coopération décentralisée, elle regroupe plus de 300 villes qui sont membres dans 51 pays et elle intervient dans des domaines comme les services aux populations, le développement et la valorisation des territoires, l'appui à la décentralisation, la prévention des conflits, etc. Et donc je pense, chère Zoé, où es-tu, qu'il conviendrait de créer un lien entre le CIMAD et l'Association internationale des maires francophones. Mais au-delà des institutions, et j'en terminerai par ce point, le dynamisme des acteurs associatifs, des acteurs coopératifs, mutualistes, des acteurs privés, est absolument indispensable. Et je suis convaincu également qu'il faut embarquer les membres des diasporas qui sont des ponts, des facilitateurs riches de leur double culture. Vous remarquerez sans doute que je suis en train d'assurer une transition pour le prochain intervenant, Romain Dacosta, président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Mais juste avant de lui céder la parole, j'aimerais conclure en vous remerciant sincèrement d'être venu ce soir, en félicitant Zoé pour le CIMAD
Ismaël, qui a fondé à mes côtés le Cercle des Amis de la Francophonie, une belle initiative commune pour rassembler largement autour de notre bien commun, la francophonie. Certains d'entre vous le savent, je suis engagé depuis longtemps pour la francophonie, qui est une communauté politique, économique, mais avant tout linguistique, culturelle et humaine. Humaine, c'est bien là l'essentiel. Et j'invite chacun d'entre vous à être les ambassadeurs de la francophonie dans vos champs d'action et de réflexion respectifs. Tous ensemble pour l'Afrique, tous ensemble pour la francophonie. Merci. Monsieur le Président. Eh bien, bonsoir. Merci Zoé de m'avoir invité à participer donc à ton salon. J'ai pour mission donc de vous présenter d'abord la coopération décentralisée, ensuite l'exemple de Roni et voir ce que donc, Roni peut faire avec le Sinaï. Alors, quand on parle de coopération décentralisée, bon, je ne sais pas qui, ici, je n'ai pas envie de faire un cours théorique. Je vais juste faire un distinguo entre jumelage et coopération décentralisée. Parce que souvent, quand on parle de coopération décentralisée, on parle de jumelage. Ça n'a strictement rien à voir. Le jumelage, c'est deux communes qui décident, ou deux régions qui décident de signer un accord de coopération, d'échange, d'amitié. La coopération décentralisée est encadrée par une loi. Elle est encadrée par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui reconnaît juridiquement le droit aux collectivités locales de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs regroupements, à l'instar de ce que les États font entre eux la coopération bilatérale. La coopération décentralisée a des contraintes. On signe une convention entre les deux parties. Cette convention a une durée. Il y a un budget qui est défini. Le maximum, c'est 1% donc, du budget donc, de la commune. À la fin donc, de la durée, il y a donc une évaluation. Et généralement, c'est 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, les deux parties sont libres de continuer ou de s'arrêter. Ce qui n'est pas le cas donc, du jumelage. La coopération décentralisée a quelques freins parce que les communes ont des comptes à rendre à leurs citoyens. Donc il y a beaucoup de communes qui font des gymnastiques et qui n'arrivent pas à expliquer réellement pourquoi ils font de la coopération à l'international. Ils prennent des artifices pour masquer ce qu'ils font vis-à-vis donc de l'extérieur. Pour éviter ça, les communes qui réussissent leur coopération font les choses dans la transparence. D'abord, on essaye d'impliquer tout le conseil municipal, majorité comme opposition. Parce que si l'opposition est contre, vous avez très peu de chances de faire aboutir donc, les projets. Embarquer donc les oppositions. La coopération décentralisée exige qu'il y ait une réciprocité. C'est-à-dire que nous donnons, mais en échange, il faut aussi qu'il y ait un retour. Les communes, les régions, les partenaires du Nord ont souvent beaucoup de mal à justifier cette réciprocité. C'est pour ça qu'avec les acteurs de la coopération décentralisée, on a été amené à introduire le terme d'internationalisation. Et là, on parle d'action internationale des collectivités territoriales. On parle d'internationalisation parce qu'on parle du principe que quand on retourne dans l'histoire, l'internationalisation des villes était une nécessité. Donc si aujourd'hui on fait référence à l'internationalisation, on ne nous demande plus de prouver ou
de démontrer une réciprocité, on démontre plutôt que nous avons intérêt à nous internationaliser. Nous avons fait beaucoup de colloques là-dessus, et pour cela, il y a le CIDEL à Lyon qui nous accompagne, il y a la Commission nationale de la coopération décentralisée, il y a le ministère des Affaires étrangères, et il y a la DAECT, Direction des actions extérieures des collectivités territoriales.